Alors, la dernière conférence cet après-midi est d'Annie Dulon. Après une thèse en création littéraire à l'Université Laval à Québec, Annie Dulon est depuis septembre 2010 stagiaire postdoctorale à New York à la New School avec un projet s'intitulant « Il pleut des corps le 11 septembre dans l'imaginaire contemporain ». Elle s'intéresse à la fois aux représentations littéraires des événements de 2001, à l'utilisation des images dans la construction du mythe et au processus de commémoration des attentats et de leurs victimes. Annie Dulon alterne entre la photographie et l'écriture. Elle a publié des nouvelles et des poèmes dans différentes revues littéraires, de même qu'un recueil de nouvelles intitulé « Autour d'eux », qui est publié en 2008 et qui est disponible ici. Alors, nous écoutons le 11 septembre et l'imaginaire de l'absence. Si l'on était ironique, on pourrait dire que le 11 septembre 2001 a été un événement particulièrement photogénique. Un ciel limpide, une superbe lumière ont permis des photographies où le bleu du ciel a fait éclater les noirs et les rouges, des explosions et des incendies, rendant difficile à ignorer ces minuscules formes tombant du sommet des tours. Même si le 11 septembre a été, comme l'affirme Tom Juneau, l'événement le plus photographié de l'histoire, et même si les photographies des tours en feu ont occupé grandement le champ des images, une bonne partie des photographies montraient non pas les tours en feu, mais plutôt les gens les regardant. David Friend, pour la couverture de la version paperback de son essai « Watching the World Change, The Stories Beyond the Images of 9/11 », a ainsi choisi cette photographie de Patrick Whitty, montrant des passants au moment où la tour sud a commencé à s'effondrer. Mais lorsque les tours du World Trade Center eurent fini de tomber, dispersant des débris sur des kilomètres et couvrant toutes les surfaces d'une épaisse couche de poussière et de cendres, il n'y avait plus rien à voir. Ou plutôt, il y avait les restes des tours, ces presque cathédrales d'acier. Il y avait la pile de débris, haute de plus de 10 étages. Mais la force de compression des effondrements, rendant inidentifiables les débris, a fait en sorte que ce qu'il y avait à voir était soit le vide entre les immeubles créés par l'absence des tours, soit l'accumulation, la masse des restes des tours, puisque the destruction was so complete that there were times when you would not even see a whole telephone or whole keypad. It had turned to dust, dit Anne-Marie Gollon. Ce sont les regards de ces gens massés derrière les barricades pour voir la destruction que des photographes entreprirent donc de saisir. Cette conférence s'attardera aux photographies du 11 septembre 2001 qui présentent l'événement par le biais du regard du spectateur. Deux temps seront considérés. D'une part, les photographies de l'événement en cours où le témoin devient ce par quoi regarde le photographe, comme dans la photographie de Whitty, ou encore comme ces multiples photographies qui mettent en abîme l'événement en créant un écho entre l'image à travers la fenêtre et les écrans de télévision. D'autre part, à partir de deux recueils de photographies parus en 2002, Empty Sky, Pèlerinage à Ground Zero, Pilgrimage to Ground Zero de Steve Simon et Pilgrimage Looking at Ground Zero de Kevin Boubrisky. Désolée. J'examinerai les photographies qui montrent l'absence des tours non par le vide du ciel, mais par le visage des passants. Montrer le témoin, c'est une façon de ramener l'événement à une dimension humaine, voire intime, de provoquer une réaction empathique et une adhésion. M'intéressera finalement l'argument plutôt controversé de Barbie Zelizer, tel que stipulé en 2002 dans l'article Photography, Journalism and Trauma, selon laquelle la couverture photographique du 11 septembre, répétant le modèle des photographies des camps de concentration pour permettre le travail de récupération après le trauma, a bénéficié en quelque sorte de ce qui avait déjà été fait, les corps décharnés des camps de concentration, remplaçant les corps manquants du 11 septembre. Le génie des terroristes Évidemment, génie aurait été entre guillemets, bien sûr. Le génie des terroristes du 11 septembre a été de structurer les attentats de sorte qu'entre l'attaque sur la première tour et celle sur la seconde, il y ait suffisamment de temps pour que les caméras se tournent vers le World Trade Center, instaurant ainsi au cœur de l'événement un rythme. Un avion, une tour en feu, une pause juste assez longue pour envisager les différentes possibilités, attentats, accidents, pour envisager aussi que ce ne soit pas trop grave. Et puis le second avion, saisi sur les écrans alors qu'il s'avançait résolument vers la tour sud, a aboli par son explosion les doutes quant à la signification du premier. L'enchaînement des événements, deux explosions, un effondrement, les images du Pentagone, le deuxième effondrement, puis le vol 93 en Pennsylvanie, a tenu les spectateurs en haleine devant leur écran pendant 102 minutes. Les images du 11 septembre, explique David Friend, résultent en bonne partie des caméras grand angle dispersées par les réseaux télévisés sur les toits des immeubles de New York. Il s'agit de caméras dont la fonction première est de donner un paysage à la ville pendant les reportages télévisés.
Ces caméras gérées à distance ont d'abord diffusé les images de la tour nord en feu, et c'est par elles que les spectateurs ont suivi le déroulement des événements de New York. Contrairement aux images qu'ont pu transmettre les caméramans et les photographes envoyés sur les lieux, les images de ces caméras offrent non pas une vision des effets des attentats à l'échelle humaine, mais bien à l'échelle urbaine. Les tours, constamment mises en contexte, en relation avec l'architecture de New York. Diana Taylor écrit « The catastrophe, one could believe for a second perhaps, was about planes and towers, about loss of property, rather than loss of life. » S'il y avait bien de temps à autre des images en plan plus rapproché montrant des hommes et des femmes aux fenêtres des tours ou tombant, ces images ont été rapidement censurées en Amérique du Nord, l'essentiel de ce qui a été vu se limitait à l'extérieur des tours, à leur façade, aux impacts sur la ville de New York elle-même en tant que tout. Les images diffusées à la télévision en temps réel, explique David Friend, eurent pour effet de créer une certaine communauté de spectateurs unissant les passions et les peurs du monde. The synchronicity of the TV imagery was complemented, ajoute-t-il, in a curious way, by its immobility. In the hour and a half after the first plane's assault, the television audience, by and large, watched a static scene. 2 buildings consumed in fire and smoke. As a result, the televised image acquired many of the characteristics of still photograph. The video, like a photo, took a dynamic, shifting scene and froze it in time and space into objects observed. Parce qu'elle ne pouvait presque rien montrer de ce qui se passait à l'intérieur des tours, la fuite, les cages d'escalier, les incendies, la détresse, la peur, l'image filmée se cristallisa. Peut-être n'est-il pas étonnant, dès lors, qu'il existe autant d'images montrant non pas les tours, mais les témoins dans les rues, regardant l'événement qui se déroulait. Mais à quoi servent les photographies et quelles en sont les tropes? Les photographes, de même que les civils ayant un appareil photo avec eux, qu'ils soient ou non près du World Trade Center, se sont donc retrouvés le 11 septembre avec 2 objets. D'une part, les monolithes en feu, visibles de très loin dans la ville et formant un paysage, comme on l'a vu, plutôt statique. D'autre part, les témoins, les hommes et les femmes s'agglutinant au coin des rues et devant les multiples écrans, présents dans la ville pour observer la catastrophe en cours. Les témoins véritables, si je peux me permettre cette distinction, se trouvaient dans le bas Manhattan, assez près du World Trade Center pour voir la catastrophe et en sentir les effets, la fumée, les débris. Les faux témoins découvraient soit l'événement au détour d'une rue, les tours étaient visibles de très loin, soit par les écrans de télévision dispersés dans la ville, sur Times Square par exemple, ou au même titre que ceux qui, à travers le monde, ont vu les images au même moment. Dans l'un et l'autre des cas, les visages changeaient, évoluaient, plus rapidement et plus souvent que les tours elles-mêmes, au fur et à mesure que la réalité des attentats s'installait dans les esprits. L'un des traits de la diffusion du 11 septembre se trouve ainsi dans le rapport à l'écran. C'est par l'écran qu'il est d'abord envisagé et compris, et c'est aussi par l'écran que, dans la majeure partie des cas, il est éprouvé. Ce sont aussi les images à l'écran qui ont figé la représentation du 11 septembre en quelques tropes, facilement reconnaissables. L'écran de télévision devient ainsi un intermédiaire de la violence et se retrouve en creux dans plusieurs images, des images de la catastrophe, qui présentent des hommes ou des femmes devant leur téléviseur, alors qu'à la fenêtre, on aperçoit de loin les tours du World Trade Center. Cette mise en abîme de l'événement est particulièrement significative dans la collection de photographies Here is New York, A Democracy of Photographs. Pourquoi photographier l'écran de télévision? Pourquoi figer l'image filmée davantage qu'elle ne l'était? Ces photographies, montrant souvent à la fois le témoin, l'image réelle et l'image filmée, participent d'un même mouvement que celui qui consiste à graver « I was here » sur un banc de parc et ressemblent en cela aux photographies de témoins devant les tours en flammes. Une façon de garder une trace, peut-être, une preuve. Le focus pour le témoin continua après la chute des tours, alors que la poussière avait figé New York dans ce que plusieurs témoins ont comparé à un hiver nucléaire. Une directive de l'American Press Institute en 2001, après les attentats, disait « Our backs are to the podium and our cameras are focused on the faces of the crowd. » L'American Press Institute, par cette directive, disait tout haut ce qu'il avait déjà été possible d'observer dès les débuts de l'attentat. S'il est fort probable qu'il existe des milliers de photographies très graphiques et brutales montrant des victimes et des restes humains, il n'en demeure pas moins qu'à quelques exceptions près, cette photographie de Todd Maisel, par exemple, la couverture photographique de l'événement a été, disons, épurée. Il y a bien eu des images des hommes et des femmes tombant des tours, mais même ces images sont vite disparues, sous un ensemble de prétextes touchant au respect de la dignité humaine, la peur de choquer ou une censure internalisée. En fait, et contrairement à ce que l'on peut voir dans les catastrophes se déroulant ailleurs, comme le tremblement de terre en Haïti ou même l'ouragan Katrina, il a été impossible de montrer aux États-Unis
l'impact humain, les corps des victimes. Les victimes du 11 septembre sont demeurées invisibles, transformées par leur mort et leur disparition en une collectivité, comme si elles n'avaient eu qu'un visage, peut-être celui de l'homme qui tombe dans la photographie de Richard Drew. Certes, pourrait-on dire, il n'y avait peut-être pas grand-chose à voir. On estime à 289 le nombre de corps intacts, complets, retrouvés. Les corps, broyés par les effondrements, brûlés par les incendies qui ont ravagé le site pendant 99 jours, ont été transformés en près de 20 000 morceaux, parfois plus petits qu'un ongle. Ces corps ne ressemblaient peut-être pas à rien de reconnaissable. L'impact direct sur les victimes n'a donc été visible que par les photographies de leurs proches et les portraits des missing. Peut-être pour comprendre, après les attentats, les New-Yorkais ont commencé à s'avancer vers ce qui serait par la suite connu sous le nom de Ground Zero. Ils voulaient voir de leurs yeux, comprendre l'étendue des dommages, peut-être inférer, en partant de la destruction matérielle, ce que cela pouvait vouloir dire pour les humains se trouvant sous les décombres. Photographier le spectateur témoin de l'événement plutôt que l'événement lui-même a permis de dépasser le problème de la représentation. Au lieu des victimes directes, il pouvait montrer l'impact des attentats sur ceux qui les regardaient, utilisant le visage du témoin comme écran. Autrement dit, devant la brutalité des images possibles, les photographies des témoins montraient le choc et non sa cause. Pour Zelizer, ces photographies de la foule stood in for a general inaccessibility to the site, jouant le rôle de révélateur. Marianne Hirsch écrit « Flattening and miniaturizing that is a coping strategy. We look at the remains of the towers, at the missing people, through the viewfinder rather than straight on. We contain and circumscribe the enormity of the event, but even as we stare at the small square print, we know that it is only a fragment, and that, in itself, brings us back to all that cannot be contained by the frame. » Ce sont ces visages que les photographes Steve Salmon et Kevin Bobrisky ont entrepris de photographier dans Empty Sky, Pèlerinage à Ground Zero et Pilgrimage Looking at Ground Zero. Les deux ouvrages sont assez semblables de leur titre à leur contenu, tant dans leur objet que dans leur manière. Des photographies en noir et blanc, la plupart de front, d'hommes et de femmes devant les barricades de Ground Zero. Les lieux et les motifs se répètent. Hommes et femmes devant les disparus se tenant à un poteau, grimpés sur des blocs de béton ou les pieds bien campés sur le sol. Les postures reprennent aussi celles des témoins de l'événement en cours. Main devant le visage, couple embrassé, enfant, posture pensive. Les lieux ne sont pas immédiatement reconnaissables, à moins d'avoir une connaissance intime du quartier. Coin de rue anonyme, souvent sans mention du nom de la rue. Pourtant, leur répétition à travers les deux recueils permet de les situer, du moins dans le temps et l'espace. Ils témoignent en fait des limites imposées au regard. La circulation n'est pas facile, des barricades empêchent de s'approcher, des grilles et des voiles rendent le lieu presque invisible. Pourtant, plusieurs des sujets de ces photographies ont avec eux un appareil photo pour amener une preuve peut-être de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vu, ou pour mettre un filtre entre eux et l'événement, comme le suggère Hirsch. Les deux photographes, dos au podium, observent ces hommes et ces femmes. Steve Salmon dit « And while the people aim their cameras at the barricaded fences, with only the smallest of hints as to what they were prevented from seeing, I would photograph them, preserving their bewilderment and grief at that difficult moment. » Les deux recueils prennent fin en décembre 2001, le 18 pour Pilgrimage et le 31 pour Empty Sky. La date n'est pas innocente. Certes, elle marque la fin de l'année, permet de clore le cycle. Mais elle représente aussi le moment où le pèlerinage a été systématisé, bureaucratisé. Une plateforme a été érigée, les visiteurs devaient se rendre à un endroit, attendre en file, obtenir un billet gratuit, puis se rendre à Ground Zero pour faire à nouveau la file et avoir vue sur le trou pendant une quinzaine de minutes. Instrumentalisé de la sorte, le pèlerinage perd, pour les photographes, un de ses traits importants. Le hasard d'hommes et de femmes se trouvant là, malgré les interdictions, pour voir ce qu'ils ne peuvent véritablement voir et ce qu'ils verraient probablement mieux, de toute façon, s'ils se fiaient aux images télévisées qui offrent un panorama plus large des lieux. Ces photographies ont donc deux fonctions. Elles deviennent d'une part la trace pour l'histoire de l'émotion, du deuil, dans un but de préservation. Elles appartiennent à un processus d'historisation de l'événement, s'inscrivent dans sa réduction en tropes facilement identifiables au même titre que la photographie de l'homme qui tombe ou celle de l'explosion du vol 175 sur la tour sud. Le second objectif, humaniste, était d'offrir à qui regarderait l'image l'accès à ce qui ne lui était pas accessible, de combler les manques de la représentation et surtout d'imaginer la dévastation, le choc, la douleur.
Lorsque, comme c'est souvent le cas dans ces deux recueils, le plan sur les visages est si serré qu'il est impossible même au lecteur avisé de situer géographiquement le sujet, de même que le contexte dans lequel il se trouve, ce qui est demandé au spectateur, c'est une adhésion à ce que l'image suggère. Le contexte, le paratexte, la légende dictent ainsi l'horizon d'attente des photographies qui pourraient, avec une autre légende, dire toute autre chose. Peut-être n'est-ce jamais aussi vrai que dans cette image de Thomas Hopker, prise dans l'après-midi du 11 septembre. Elle montre 5 adultes installés dans un parc de Brooklyn. La conversation semble détendue et le soleil brille. Bref, si ce n'étaient des ruines qui fument encore derrière eux, on pourrait croire qu'il s'agit d'une rencontre amicale. Hopker n'a pas publié cette photographie en 2001 parce qu'il trouvait qu'elle n'allait pas avec ce qu'il avait vu cette journée-là. Mais la photo ne dit rien, rien de la discussion entre les personnes photographiées, rien de son contexte. Elle suggère une légèreté qui n'est pas celle que disent avoir éprouvé ceux qui étaient sur la photo. Elle ressemble en cela aux photographies prises dans les rues de New York, montrant des gens souriant pour la caméra, ici avec un morceau d'avion. Comme le dit l'un des hommes de la photo, Walter Sipser, a snapshot can make mourners attending a funeral look like they're having a party. Ce qui importe toutefois, c'est non pas le refus de la publier de la part du photographe, mais les raisons de son rejet. We didn't need to see that then, explique-t-il. Voir quoi? Y avait-il le 11 septembre une seule manière d'être devant l'événement? À quoi sert la photographie du témoin, pourrait-on demander naïvement, sinon témoigner de la multitude des réactions possibles? Pour les théoriciens du trauma, Barbie Zelizer en tête, la photographie du 11 septembre, particulièrement celle des témoins, sert au working through du trauma national, éprouvé par ceux qui ont vu le film de l'événement à l'écran. Elle permet de dépasser le choc pour commencer le travail du deuil. Voir, c'est croire. Si la force des images de l'événement ne fait aucun doute et si du même coup on leur reproche leur proximité avec les images des films catastrophes hollywoodiens, montrer le rapport intime du regardeur avec le lieu revient en quelque sorte à accumuler les preuves de ce qui a eu lieu. Ces photos contredisent les faits dépersonnalisants des attentats. Le choc, la peur, la douleur, les larmes visibles sur les images deviennent pour certains critiques l'intermédiaire par lequel le spectateur peut éprouver l'événement par une adhésion à l'émotion figée sur l'image, comme si ce n'était pas l'autre, l'inconnu, qui était devant l'événement, mais le spectateur lui-même. Pour Zelizer, l'efficacité de ces photographies vient précisément de ce qui en est absent. Understanding a photo of this sort required the spectator to call to mind the slew of other images already seen, of the towers, people grieving, or rubble and devastation, and thus helped connect each concrete depiction with the larger story about terrorism. La photographie du témoin se trouve donc dotée d'une mission qui va au-delà du trauma, enseigner la nature même de l'événement, en guider la compréhension. La photographie du 11 septembre se retrouve instrumentalisée puisque montrer les visages émus des témoins, ne pas montrer les corps, correspond au même mouvement structurant. Pour Suzanne Sontag, les photographies prescrivent des itinéraires de référence et servent de totem aux causes. Le sentiment se cristallise plus volontiers autour d'une photographie qu'autour d'un slogan verbal. De même, les photographies favorisent l'édification et la révision de notre sentiment du passé plus lointain. En centrant la représentation sur l'émotion, les photographies du 11 septembre évitent de questionner les raisons de l'événement, voire leurs conséquences politiques. Le choc demeure au premier plan et voile la perception plus complète qu'il est possible d'en avoir. C'est ici que prend tout son sens la remarque de Zelizer dont j'ai parlé au début de cette conférence. Constatant l'absence de corps dans la représentation du 11 septembre, absence qui, comme je vous l'ai dit, peut être en partie expliquée par la nature même de l'événement, Zelizer propose en fait de considérer le 11 septembre dans ses liens avec un non-événement, la Shoah. Non-événement, parce que ce génocide a transformé la mort en bureaucratie, a duré au moins 6 ans, frappé presque tous les pays d'Europe et éliminé des populations entières sur la base surtout de leur religion. Pour Zelizer, la présence dans la couverture du 11 septembre de traits rappelant la couverture de la libération des camps, photographie de témoins devant l'événement ou, dans le camp des camps, devant les monceaux de corps et les charniers, a permis la substitution des corps de 1945 pour ceux invisibles de 2001. J'ai pas mis la citation. There was in effect no need to see the bodies in the latter event, for the structural similarities in presentation called to memory the corpses of earlier times. Oublions d'abord le fait que si, pour Zelizer, les photographies du 11 septembre participent d'un même rapport à l'image que celles des camps, ce n'est peut-être au fond qu'un effet de lecture d'une spécialiste des camps de concentration. Là où le bas blesse, toutefois, c'est dans ce rapprochement entre les victimes des camps et celles du 11 septembre, comme si le génocide et l'acte terroriste se trouvaient dans une relation d'équivalence. Or, pour reprendre la distinction opérée par Bertrand Gervais, alors que les génocides s'attaquent à une personne à la fois, loin des caméras de télévision, en fonction d'une période longue et à l'échelle d'un pays, les attentats de 2001 se sont déroulés en un temps bref, ont atteint d'abord non des corps, mais une ville, du béton et de l'acier. 16 acres,
7 immeubles détruits, un Ground Zero. Derrière les projets comme Here is New York, les 2 recueils dont je vous ai parlé et la remarque de Zelizer se trouve le désir de contenir l'événement, de lui donner une représentation simplifiée, de le limiter aux chocs ressentis par ceux qui l'ont observé, stratégie sensible dans le mot pilgrimage utilisé dans le titre de chacun des 2 recueils. Le recueillement transforme en martyrs les victimes, retire à l'événement son épaisseur et permet finalement de l'instrumentaliser derrière une logique soit de l'incommensurable, soit de l'innocence. En conclusion, the gravity, the loss, the smell of smoke, the energy of the cleanup activity, none of this can be shown, écrit Marianne Hirsch. Les images dont je vous parle aujourd'hui sont là, dans cet à côté de la représentation. À côté des images flamboyantes, impressionnantes des explosions et des effondrements, ces images sont tout sauf spectaculaires. Rien en elles ne choque, il n'y a ni explosion, ni destruction visible, sauf pour certaines. Elles pointent non pas sur ce qu'il y a à l'intérieur du cadre, mais sur ce qui se trouve juste là, tout près, à l'extérieur, sur ce que le spectateur ne peut qu'imaginer. Elles appellent à l'empathie, demandent le support, créent un lien entre celui qui voit le lieu et celui qui ne peut le voir. Les photos des regardeurs de Ground Zero jouent ainsi 2 rôles. D'une part, chaque photographie est l'intermédiaire par lequel le spectateur de la photographie peut voir non pas la scène elle-même, mais par un mouvement d'identification empathique, sa propre réaction à celle-ci. D'autre part, par l'horreur dont elles se disent les témoins même si elles ne la montrent pas, les photographies de ces recueils tentent de court-circuiter les manques dans la représentation du 11 septembre. L'horreur de ces images est dans le trou de ce qui est vu. Ce n'est pas un temps heureux pour les gens qui ont de l'imagination, a écrit Israël Horowitz. Et ces hommes et femmes, silencieux devant les barricades, sont ainsi confrontés à ce qu'ils ne peuvent qu'imaginer. La destruction des corps par le biais de la destruction des immeubles. Les échos créés entre les photographies ou forcés par les critiques, toutefois, transforment l'événement, le contiennent dans une représentation simplifiée et structurée dans le cas du 11 septembre autour d'une héroïsation de la victime. Je vous laisse en terminant sur cette photographie d'un témoin, elle est pour Vincent, quelque part dans New York après le 11 septembre. Elle montre les 2 tours penchées, mais toujours présentes, soutenues par un groupe de soldats. Ces soldats, ce sont les soldats qui ont hissé un drapeau à Iwo Jima et dont le geste a été immortalisé par Rosenthal. L'image fait également écho à une image de Franklin parue le soir du 11 septembre, montrant 3 pompiers hissant un drapeau sur les ruines du World Trade Center. Les échos ici n'en finissent plus et ne renvoient qu'à une chose, la victoire à venir des héros de la nation.